Avant de vendre, et ça, c'est aussi ma vision du copywriting. Il faut créer un lien émotionnel avec son audience. Et ça, c'est un des piliers principaux du concept Racine. Donc, aller d'abord à la recherche du client, savoir qui il est, quels sont ses besoins, et seulement après, pouvoir lui proposer des produits qui répondent exactement à ses attentes. Bienvenue dans les interviews Gross. Je m'appelle Jean-Bernard Sibony. Je vais dénicher et interviewer pour vous des professionnels de l'univers du digital et du gross. Je vais leur poser des questions sur leur vision, leur savoir-faire et les techniques qu'ils utilisent au quotidien pour leur croissance. Salut Jean-Bernard, bienvenue ici. C'est incroyable pour moi d'interviewer quelqu'un qui s'appelle Jean-Bernard. Et bienvenue. Merci Jean-Bernard. Tout comme toi, c'est aussi un peu difficile pour moi de prononcer mon prénom pour t'appeler. Merci pour ton invitation. Écoute, je te propose de raconter, si tu veux bien, comment on s'est rencontrés du coup. Ouais, donc c'était un peu vraiment tout bête. J'ai fait une publication sur LinkedIn où tu es venu commenter et comme par hasard, tu t'appelais exactement comme moi. Ton commentaire m'a directement interpellé et c'est ainsi que, après avoir fait une demande de connexion, on est entré en contact. Nous avons vu que on a, à part nos prénoms, qu'on a beaucoup de similitudes. En fait, je crois que tu m'as tagué dans une publication et quand j'ai vu ça, je me suis dit, incroyable, il y a quelqu'un qui arrive à mettre des variables en fonction du prénom. Parce que je pensais que c'était moi et j'ai été troublé. Et puis en fait, j'ai vu que je t'appelais comme moi et je t'ai contacté. Ouais. Non, effectivement, il n'y a pas d'algorithme de programmation derrière. C'est bien mon prénom. Et bizarrement, quand on regarde les deux premières lettres de nos noms, c'est aussi la même chose. Donc, ça, c'est aussi quelque chose vraiment qui m'a beaucoup interpellé sur ton profil. Écoute, quand j'ai vu que tu étais copywriter, je me suis dit, je vais t'inviter, comme ça on va pouvoir parler un petit peu copywriting et je suis bien content que tu aies accepté. Ok, je t'en prie, c'est un plaisir pour moi. Écoute, j'aimerais bien que tu commences par nous parler un petit peu de toi, comment tu définis ton métier et comment tu es devenu copywriter. Comment je suis devenu copywriter? Alors là, je vais un peu te faire un petit retour un peu sur ma vie. Alors moi, je suis originaire du Cameroun et à la base, je vis en Allemagne, non loin de la France, mais je suis du côté de l'Allemagne. Et je suis venu ici pour poursuivre mes études que j'ai eu à mener à terme. Donc, tout a commencé par un programme de développement personnel que j'ai fait. Ça n'a d'abord rien à voir avec le copywriting. Et ça m'a permis un peu de me recentrer, de voir un peu où sont mes points forts et mes talents. Et là, comme par hasard, je me suis rappelé que déjà depuis mon enfance, depuis l'école primaire, l'écriture, c'était quelque chose que je maîtrisais vraiment très bien. Aussi, après, malgré toutes les années, parce que je suis ici depuis près de 13-14 ans, et depuis tout le temps que j'ai passé ici, j'ai vraiment pas perdu la main en ce qui concerne la langue française, quoi. Donc, c'était quelque chose vraiment pour moi déjà un signe que l'écriture, c'était quelque chose qui était fait pour moi. Et par la suite, c'est là que j'ai découvert le copywriting. Je rappelle qu'avant ça, j'avais vraiment aucune idée de ce qu'est le marketing digital. Et c'est là que je découvre le copywriting et que je vois que c'est quelque chose vraiment qui m'intéresse d'abord parce que c'est de l'écriture. Et par la suite, quand je commence à m'intéresser à ça, je vois qu'il y a un côté psychologie derrière. Et là, vraiment, c'était un univers vraiment fantastique que j'ai découvert, ce combo entre l'écriture et la psychologie. Ce sont ces deux aspects-là vraiment qui m'ont vraiment attiré sur ce qu'on appelle le copywriting. Donc, ça, pour mon parcours. Et le copywriting, comment je le définirais? C'est moi, en tant qu'opérateur, je me définis comme un commercial, mais qui utilise sa plume pour vendre, quoi, contrairement à un commercial traditionnel qui ira frapper à la porte de ses clients. Moi, ce que j'utilise comme outil de communication, c'est ma plume. Très belle définition de copywriter. Merci. Du coup, tu écris en français ou tu écris également en allemand? Non, j'écris en français. J'écris en français, mais avec le temps, peut-être que je pourrais aussi le faire en allemand, mais là, j'écris en français seulement.
OK. Dans ta description LinkedIn, tu parles de concept racine. Est-ce que tu veux nous Oui. expliquer ce que c'est le concept racine? Ok, donc le concept Racine, pourquoi Racine? Parce que j'ai constaté que la majorité des e-commerçants, eux, ils se concentrent non seulement d'abord dans un premier temps à avoir la plus grande liste de contacts, à capturer le maximum d'emails possible. Et par la suite, ce qu'ils font, c'est de dresser des fiches avatars où ils mettent juste un prénom, une ville, et après, ils imaginent très souvent même les besoins qu'ont ces prospects. Concept Racine, pourquoi? Parce que là, moi, ce que je propose, c'est d'aller vraiment à la source pour déterminer quels sont vraiment les besoins exacts des prospects. Donc, c'est ça qui fait la différence. Et moi, avec le concept Racine, ce que moi j'apporte comme plus, c'est de dire non, avant de vendre, et ça, c'est aussi ma vision du copywriting. Il faut créer un lien émotionnel avec son audience. Et ça, c'est un des piliers principaux du concept Racine. Donc, aller d'abord à la recherche du client, savoir qui il est, quels sont ses besoins, et seulement après, pouvoir lui proposer des produits qui répondent exactement à ses attentes. C'est un peu ça, en gros, la vision du concept Racine. Et du coup, tu parles dans ton bandeau LinkedIn, je crois, Oui. du copywriting pour augmenter le panier moyen. Ma question, c'est le copywriting, selon toi, ça permet d'augmenter le panier moyen ou on peut également s'en servir pour augmenter le taux de conversion? Comme je t'ai dit, par exemple, le concept Racine, lui, il consiste à créer ce lien émotionnel avec la clientèle. Et une fois que j'ai créé ce lien, alors je peux, disons, manipuler dans le bon sens, bien sûr, mon audience. Donc, je peux, comme j'ai dit, créer un lien vraiment émotionnel avec mon audience. Et par là, il est possible pour moi de faciliter mes taux de conversion simplement par le fait que j'ai créé ce contact avec mon audience. Et alors, concrètement, ça se passe comment? C'est que tu vas réécrire un titre d'une fiche produit ou une description d'une fiche produit ou c'est des textes dans la page d'accueil ou c'est dans les emails? C'est quoi alors? T'écris où? Non, là, c'est dans tout. C'est dans le concept déjà de partir de la base. Donc, déjà, le produit, est-ce que le produit répond concrètement à un besoin de la clientèle? Ça peut se voir déjà dans la fiche produit. Une fiche produit, par exemple, qui présente seulement les caractéristiques d'un produit. Ça, c'est quelque chose déjà à corriger parce que là, prends l'exemple peut-être de mon stylo. Je dis, OK, le stylo, c'est un stylo peut-être qui a été fabriqué avec des matériaux vraiment purs. Est-ce que ça intéresse mon client de savoir avec quel matériau ce stylo a été construit? Pas forcément. Par contre, si je lui fais comprendre qu'avec ce stylo, il pourra peut-être écrire toute l'année sans que ce stylo finisse, ça, c'est quelque chose, par contre, peut-être qui l'intéresse parce que jusqu'ici, il avait peut-être eu à avoir des stylos qui l'ont relâché après peut-être juste quelques mois. Donc, c'est un peu dans ce sens-là. Et ça, je peux le faire dans les fiches produits, que ce soit dans la newsletter, essayer, comme j'ai dit, de savoir vraiment quels sont ses besoins en ayant une interaction avec mon audience. Donc, pas seulement envoyer des mails, par exemple, pour présenter mes offres. OK, j'ai des nouveaux produits, mais aussi de temps en temps essayer un peu d'avoir des retours de son client pour savoir est-ce que ses besoins ont changé pour adapter mon message maintenant à ses attentes. C'est un peu dans ce sens. Donc, ça s'applique vraiment à tout, que ce soit les fiches produits, que ce soit des newsletters ou alors une page de vente. OK. Et alors, concrètement, quand tu démarres une mission avec un client, qu'est-ce que tu fais exactement? Tu commences par quoi? Lire toutes les fiches produits du site e-commerce? Comment ça marche exactement tes missions? Ce que je demande dans un premier temps, c'est ce qu'il sait de son client. Donc, quand je travaille avec un nouveau client, on a d'abord, dans un premier temps, une session que j'appelle session avatar, où il me donne les informations qu'il a recueillies jusqu'ici de son avatar. Et là, on essaye de voir ensemble vraiment si son produit répond aux besoins de sa clientèle. Et ce que je fais encore par derrière, c'est faire des recherches encore plus approfondies sur le client
pour vraiment me rassurer que son produit vraiment répond à la demande du client. Donc ça, c'est la première chose, vraiment définir vraiment qu'est-ce que le client veut exactement. Et par la suite, ce que je fais, c'est optimiser ou bien écrire dans le cas où il n'a pas encore de fiche produit ou bien de newsletter, adapter le message, ce message, que ce soit fiche produit, newsletter, page de vente, adapter tout cela à ce que son client veut, quoi. Ok, je vois. Et comment tu gères lorsqu'il y a vraiment plusieurs types d'avatars différents? Ça m'arrive souvent, moi, de parler avec un client, de lui parler de client type et il me dit, j'en ai plusieurs. Comment tu gères ça, du coup? Oui, donc là, ce n'est pas un problème. Dans ce cas, il suffit juste d'établir tous ces profils avatars. Et moi, ce que je conseille, c'est de ne pas rédiger un message qui s'adresse à plus de 3 avatars. Parce que 3, déjà, c'est quelque chose de limite. Parce qu'à la fin, copywriting, une des règles de base, c'est que quand on parle à tout le monde, alors on ne parle plus à personne. Donc, déjà, avoir plusieurs avatars, c'est avoir un message qui, à la fin, n'est plus très impactant. Et ce que je fais d'abord, c'est de délimiter d'abord le nombre d'avatars. Par la suite, donc, essayer de rédiger un message qui peut s'adresser à tous ces avatars-là. Maintenant, il y a question de stratégie marketing, parce qu'à la fin, par exemple, dans une newsletter, on pourrait envoyer peut-être un lundi s'adresser à l'avatar A, le mardi s'adresser à l'avatar B et le mercredi s'arrêter à l'avatar C, quoi. Donc, pour rester toujours focus sur une personne. Donc là, vraiment, de répondre de manière générale, ce serait un peu difficile, mais au final, il faut vraiment essayer de délimiter un peu, de vraiment cadrer un peu le message, toujours à un seul avatar ou maximum 3, quoi. Et ça t'est déjà arrivé, du coup, de créer une newsletter en segmentant la liste client et en envoyant, par exemple, un email uniquement aux dames, uniquement aux monsieur ou uniquement aux personnes qui ont commandé un produit? Ou est-ce que tu envoies systématiquement à toute la liste? Envoyer à toute la liste, non, ça ne fait aucun sens quand il y a plusieurs avatars. Donc, ce que j'essaie toujours de faire, c'est vraiment de segmenter déjà dans un premier temps pour que le message qui vient après soit vraiment adressé seulement à un seul type de population. Donc ça, c'est un travail que je fais dans le cadre de la stratégie marketing, donc, qui consiste déjà à associer tel type de message seulement à une catégorie de personnes à qui ça pourra à la fin parler. Ok, donc avant de commencer à écrire, il y a un vrai travail de préparation. Oui, oui, le plus gros travail, moi je dis le copywriting, c'est 80% de recherche et l'écriture, c'est 20%. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Tout se passe vraiment dans les recherches. Et comme je l'ai dit en parlant du concept racine, créer ce lien émotionnel, savoir au moins quels sont les besoins de la clientèle, ça passe par d'énormes recherches pour savoir vraiment à qui je m'adresse, pourquoi, qu'est-ce qu'il a déjà essayé jusqu'ici qui n'a pas marché, pourquoi est-ce que mon produit serait la meilleure solution pour lui. Donc, tout ce travail-là, vraiment, c'est la base du copywriting. Et avant même de sortir sa plume pour écrire un mot, alors là, il faut passer 80% de son temps à faire des recherches. Oui. Et selon toi, quelle est la différence importante entre écrire un email ou une séquence d'emails et écrire une fiche produit? À la base, déjà, pour les deux, que ce soit l'email ou la fiche produit, il faut savoir vraiment à qui ça s'adresse pour que le message puisse être déjà perçu par la personne. Bon, la fiche produit, au final, il faut d'abord déjà maîtriser les caractéristiques. Donc, fiche produit, c'est un peu plus déjà caractéristique. Et au début, pour capter l'attention de ton prospect, voire maintenant essayer d'écrire un titre vraiment qui pourra vraiment l'attirer, disons ça comme ça. Pour le mail, là, il faut vraiment déballer un argumentaire, quoi, avoir une structure vraiment pour pouvoir rédiger un texte. Dans une fiche produit, il n'y a pas de structure à respecter, comme par exemple AIDA, attention, intérêt, désir, action. Donc ça ne s'applique par exemple pas à une fiche produit, ce qui est le cas dans un email. Donc, je dirais au niveau de la structure à adopter pour un email,
déjà dans un début, du moins pour les professionnels, ce n'est plus le cas, mais dans un début, il faudrait avoir déjà une idée un peu de la structure du mail. Ok, mais j'allais justement te poser la question, est-ce que tu utilises des frameworks du type AIDA régulièrement ou est-ce que tu le fais par automatisme ou est-ce que tu suis encore des structures? Oui, pour moi, je dirais que je fais plutôt déjà par automatisme. Donc, je sais directement qu'au début, je dois toujours attirer l'attention de mon prospect et par la suite, essayer de lui donner une raison de pouvoir continuer la lecture et finir par un appel à l'action. Donc, pour moi, c'est déjà quelque chose de naturel. Mais je conseille aux débutants de vraiment toujours s'orienter à toutes ces frameworks. Et la plus populaire, c'est AIDA. Donc, attention, intérêt, désir, action. Ok, donc l'attention, c'est trouver une phrase d'accroche un peu forte qui tout de suite brise la glace et attire l'attention, c'est ça? C'est exactement ça. Donc, qui attire non seulement l'attention, mais qui présente aussi un bénéfice au prospect, qui vraiment lui donne envie de pouvoir lire la suite de ton texte. Donc ça, c'est l'intérêt, c'est la deuxième lettre, c'est le I, c'est faire en sorte qu'il aille jusqu'au bout, c'est ça? Oui, vraiment lui donner une très bonne raison vraiment de continuer la lecture du texte et ceci jusqu'à la fin. Et du coup, le désir, c'est quoi? C'est le désir du produit? Oui, c'est vraiment jouer là maintenant en ce moment sur les émotions, vraiment transférer dans un monde imaginaire où vraiment il a déjà ton produit, le produit en main par la suite pour finir. Donc, lorsqu'il est encore vraiment dans ses émotions, disons dans ses nuages, pour plus proposer donc de passer à l'action pour, par exemple, cliquer sur un lien. Dans ton profil LinkedIn, il y avait un texte que j'ai trouvé très intéressant. Et tu dis, il y a deux types de e-commerçants. Il y a les chasseurs et les pêcheurs. Tu veux nous en dire plus sur ça? Ouais. Alors, comme je dis, il y a deux types d'e-commerçants. Alors, il y en a qui sont à la chasse aux prospects. Donc, ils sont prêts à dépenser vraiment tout leur argent pour pouvoir avoir le maximum de prospects possible, dans l'idée que plus il a de prospects, alors plus il aura des ventes. Il y en a des pêcheurs qui sont là, qui sont assis et qui essaient juste de lancer leur canne à pêche quand ils voient un prospect qualifié. Et par la suite, il n'a pas forcément besoin d'avoir 10 000 prospects. Il peut avoir juste ces 1000 prospects, sachant que parmi ces 1000 prospects, la majorité, ce sont des personnes qualifiées à qui vraiment il pourra adresser un message et où il est sûr vraiment que ce message sera perçu. Par la suite, il aura de meilleures chances de pouvoir avoir des bons taux de conversion. Et ce qui n'est pas le cas pour celui qui ouvre sa porte à tout le monde sans savoir exactement qui est-ce qui se retrouve, par exemple, dans sa liste email. Donc, c'est la grande différence entre les e-commerçants que j'ai remarqué. Et c'est très intéressant. Moi, ma vision, tu vois, c'est que je cherche des Ouais, pêcheurs qui savent pêcher, qui ouais. ont déjà trouvé un appât qui marche. Et en gros, je les aide à ouvrir les portes du barrage pour que dans le lac, il y ait 10 fois plus de poissons. Et du coup, c'est un mélange entre l'inbound et l'outbound. Donc, on peut dire un mélange entre la chasse et la pêche, Ouais, où en gros, on va utiliser des techniques de chasse pour quand même agrandir sa liste de prospects, mais on ne va pas aller chasser au fusil. On va dresser des appâts ou des pièges un peu partout avec de l'outbound. Mais ma vision, c'est que si on fait que de la pêche, ben, des fois, c'est long. Et au début, ça peut être long. Et certains e-commerçants, marketeurs ou entrepreneurs peuvent soit se décourager, soit être impatients. Et des fois, je trouve que mélanger un petit peu les deux, c'est pas mal. oui, là, je te donne raison, mais je pense surtout dans un début, il faudrait bien qu'il y ait cette vision de pêche. Donc, avoir des personnes plutôt qualifiées à qui au moins tu peux montrer, prouver ton expertise. Et ces personnes-là pourront faire maintenant, une fois que tu commences à faire de la chasse, ces personnes-là au moins pourront faire ta publicité, du moins autour de cette nouvelle audience-là que tu auras reçue de la chasse. C'est ça ma vision. Donc, clair, il faut mélanger, mais quand même mettre, du moins au début, un peu l'accent sur cet aspect, la pêche. Donc, essayer vraiment d'avoir une relation avec le client et par la suite, les choses vraiment du bouche à oreille ou bien d'une manière ou d'une autre
alors ton expertise sera propagée vraiment autour de toute cette audience que tu peux par la suite récupérer en outbound. Et je pense que ce mix, vraiment, oui, tu as raison, c'est une bonne combinaison. Il y a beaucoup de débats entre le tutoiement et le vouvoiement. Est-ce que tu as un avis sur ça? J'avoue que moi aussi, sur LinkedIn, c'est une question que je me suis longtemps posée, mais j'ai fini par tutoyer mon audience tout simplement parce que je me sens bien avec le tutoiement. Donc, j'ai déjà suivi beaucoup de théories sur ce sujet et à la fin, j'ai voulu faire quelque chose dans lequel je me sens plutôt à l'aise. Donc là, je ne sais pas si c'est le tutoiement ou c'est le vouvoiement, ça dépend de tout un chacun. Moi, j'ai choisi le tutoiement. Je ne sais pas comment toi, tu vois cette chose, parce que c'est aussi quelque chose que je trouve vraiment intéressant. Peut-être que tu as un avis dessus. Alors écoute, j'ai un avis sur ça. Pendant très longtemps, j'ai détesté le tutoiement. Et un jour, j'ai eu un problème avec mon iPhone. J'ai démarré une discussion sur le chat sur le site d'Apple et le gars s'est mis à me tutoyer. Ça m'a choqué. Et comme je suis un marketeur ou un entrepreneur qui aime bien se poser des questions, je me suis dit, mec, si Apple il te tutoie, il va peut-être falloir réfléchir à ça. Ok. Et ensuite, je suis allé à l'Apple Store. Oui. Et là, le gars m'a demandé si ça me dérangeait, je crois, de me tutoyer. Et il m'a tutoyé. Et c'était il y a peut-être 4 ans ou 5 ans, à l'époque où le tutoiement, c'était beaucoup moins utilisé que maintenant. Répondu, oui. Mhm. Et si tu veux, quand je suis sorti de cette entrevue avec le gars de chez Apple, je me suis dit que quand même, malgré tout, j'ai passé un moment, je ne vais pas te dire que j'ai passé un bon moment, ce n'était pas un pote non plus, mais c'était différent de quand j'emmène ma voiture chez un garagiste. Il y avait quelque chose qui s'était créé. Et là, j'ai commencé à me dire qu'en fait, les utilisateurs, même s'ils n'étaient pas forcément prêts au tutoiement, ça allait avoir un impact. Et puis, j'ai commencé à tutoyer. Et puis, quand j'ai commencé à tutoyer, donc dans des emails d'outbound, dans des emails froids, dans des conversations LinkedIn, j'ai commencé à avoir des retours parfois agressifs de personnes qui me répondaient, mais Pourquoi tu attends, me on n'est pas tutoies amis, déjà? Oui. pourquoi tu me tutoies? Et puis, je me suis aussi remis en question. Donc, des fois, je doutais, donc je mélangeais le tutoiement avec le vouvoiement. Et puis, un jour, j'ai écouté une interview de Guillaume Moubèche. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le créateur de Lemlist. Lemlist, c'est un outil d'envoi d'email qui est très puissant. Et Lemlist, lui, il a tout basé sur la communauté. Et en fait, le groupe, donc c'était un groupe Facebook au départ, je ne sais pas maintenant si c'est toujours sur Facebook ou si c'est sur Slack ou je ne sais pas, ils ont appelé ça la famille. Et Guillaume Houbèche explique que quand il a démarré ça, donc lui, il a appelé ça la famille et qu'il y avait des personnes qui lui disaient non, mais c'est quoi ce délire de famille? Moi, je ne suis pas la famille. Et Ouais. Guillaume Houbèche, il dit bah, en fait, ceux-là, je les ai dégagés. Et en fait, moi, je voulais créer une famille. Et j'ai accepté que ça ne plairait pas à tout le monde. Et donc, j'ai accepté que automatiquement des personnes s'écartent. Et on revient un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure sur les différents avatars. Et en fait, maintenant, j'ai compris que en fait, les personnes qui m'engueulent et qui me reprochent de les tutoyer, c'est Font tout pas partie, ce simplement, ne sont pas les personnes que tu vas attirer. exactement, c'est pas mon audience cible. Et du coup, je vais faire un mélange entre ta réponse et ma réponse. C'est qu'il faut savoir avec quoi on est à l'aise. Et il ne faut pas avoir peur de s'écarter de l'audience ou de l'avatar qu'on ne veut pas. Et il ne faut pas avoir peur de faire des choix. Et du coup, maintenant, je tutoie. Et quand il y a des personnes qui ne sont pas d'accord ou qui me crient ou qui m'engueulent ou ce que tu veux, bah, Ouais. j'ignore tout simplement, quoi. Parce que moi, je pars du principe que le tutoiement, ça reste, c'est quand même, c'est pas un manque de respect. Ouais. C'est une manière de discuter. Il y a des pays où le tutoiement et le vouvoiement n'existent pas, hein, comme aux États-Unis. Aux États-Unis, on dit you à tout le monde. Oui. C'est Aucune pas un différence. Ouais. problème. Et voilà, moi, du coup, j'utilise le tutoiement partout. Et puis, j'ai quand même remarqué, malgré quoi qu'on en dise, ça amène de la proximité, c'est sûr. Oui, là, je te rejoins parce que au début, moi, comme je t'ai dit, je vous voyais mon audience et j'ai vraiment mis du temps à me demander, OK, parce que je n'étais pas vraiment à l'aise avec ça. Et je te cache pas que la première fois que j'ai fait un post avec le tutoiement,
Là, je me suis dit, OK, est-ce que vraiment toutes ces personnes qui réagissaient même auparavant, est-ce qu'elles elles vont encore réagir à mes publications? Et par la suite, bon, ça a continué. Vraiment, j'étais vraiment satisfait, vraiment d'abord pour moi, parce que j'avais cette facilité à rédiger mes posts, sachant vraiment que je devais utiliser le tutoiement. Et par la suite aussi, j'ai vu que c'était pas si grave que ça. Et aujourd'hui, vraiment, pour moi, c'est la meilleure décision que j'ai pu faire, quoi, en ce qui concerne ma communication sur LinkedIn, puisque c'est le seul réseau sur lequel je suis actuellement. Mais du coup, voilà, j'ai vu que tu étais très actif sur LinkedIn et j'allais te Oui. poser la question suivante. Euh, Qu'est-ce que tu mets en place pour te faire connaître dans ton acquisition? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour trouver ou chercher des clients? Jusqu'à présent, comme je suis encore dans mes débuts, je me concentre sur LinkedIn parce que pour moi, ça ne sert à rien, du moins dans un début, d'essayer de faire comme un chasseur, quoi, aller sur plusieurs plateformes et essayer d'avoir un client ici et un client là-bas. Non, j'essaye de me concentrer juste seulement sur une plateforme et LinkedIn, vraiment, c'est pour moi la meilleure plateforme concernant mon audience et aussi en termes de de création de contenu. Pour moi, c'est vraiment la meilleure plateforme. Donc, je me concentre sur cette plateforme et par la suite, je vais avoir un tunnel de vente où je serai indépendant de tous les réseaux sociaux. Mais dans un premier temps, tout se passe sur LinkedIn en inbound et aussi outbound, mais plus de l'inbound. Ok, donc quand tu parles d'outbound sur LinkedIn, c'est quoi? C'est que de temps en temps, tu cherches des e-commerçants et tu les ajoutes? Oui, ça, je le fais, mais plus par ma création de contenu, j'essaie un peu de voir des personnes qui réagissent et ces personnes-là, je les ajoute, quoi. Donc, je ne vais pas juste sur Sales Navigator, par exemple, chercher des gens. Ça, je l'ai fait, mais maintenant, non, j'essaie seulement de cibler les personnes qui réagissent d'une manière ou d'une autre à mes contenus ou des personnes où je commente peut-être le post par la suite, on a peut-être une petite conversation en commentaire et ces personnes-là, je les ajoute quoi, parce que j'ai remarqué que quand il n'y a pas vraiment ce lien, du moins ça c'est mon avis, c'est un peu peut-être difficile d'approcher les personnes. Donc, je ne sais pas, peut-être là, tu pourrais aussi peut-être me donner ton avis, toi qui as un peu plus d'expérience dans cette thématique. Qu'est-ce que tu penses vraiment de l'outbound, Alors moi, à le mon travail? avis, si j'étais à la place de Jean-Bernard Simon, je continuerais tout à fait cette stratégie. Donc, de créer du contenu et de faire réagir et d'attendre ce que j'appelle le signal Ouais. avant de rentrer en contact avec une personne. Par exemple, tu crées un texte ou un post sur, je ne sais pas moi, sur du copywriting, sur un e-commerce de voiture, et là, tu as quelqu'un qui commente en te disant super et que tu vois que dans son profil, il a aussi un e-commerce dans des pneus. Bon, ben là, effectivement, il faut pas hésiter à le contacter. Par contre, ce que je ferais, c'est que pour accélérer ça, ben, c'est Oui. un peu ce que je t'ai dit tout à l'heure, je mettrai quand même en place de l'automation, j'irai chercher des e-commerçants, j'irai ajouter des e-commerçants, puisque quoi qu'on en dise aujourd'hui, quand tu fais un post, toi, aujourd'hui, tu as, je crois, 800 ou 900 abonnés à peu près. Oui, dans 900. Si tous les jours, de manière automatique, tu ajoutais des e-commerçants et que tu avais 3000 abonnés e-commerçants, c'est obligatoire que ça va avoir un impact positif. Tes copies, si elles sont bonnes, si tu es un pêcheur, si tu as un bon appât et si ça marche aujourd'hui, si quand tu fais un post, de temps en temps, tu as des personnes qui viennent te contacter, ben, autant maintenant activer le mode chasse pour faire en sorte que tes posts soient vus par 3000, 4000, 5000 e-commerçants. Et derrière, tu vas pouvoir également aspirer, scraper les emails de ces e-commerçants, leur envoyer des emails froids, leur parler de toi, même s'ils ne répondent pas forcément à l'email, ben, quand la fois d'après, ils vont voir passer un post de ta part, ils vont peut-être le regarder d'une manière plus attentive. Et en fait, pour moi, il faut mélanger inbound, outbound, et je pense que c'est ça qui va faire que tu vas exploser, parce que si tu ne fais pas ça, ça va mettre trop longtemps en fait. Je ne dis pas que ça ne marchera pas, Oui, oui, mais, clair. mais moi je vois beaucoup de personnes qui s'épuisent parce qu'en fait, au bout de 6 mois, un an, ça commence à peine à récolter les fruits. Alors que si tu viens accélérer ça, ça ne peut que avoir du résultat positif.
Ok, ouais. Ça, je me suis fait accompagner aussi en ce qui concerne la prospection sur LinkedIn et mon mentor, pour moi, il m'a dit exactement la même chose. C'est jusqu'après, le problème, bon, pas le problème, c'est à quoi je suis confronté en ce moment, c'est que la création de contenu, ça demande beaucoup de temps et je préfère me concentrer dessus que d'ajouter des inconnus parce que comme je le dis, je l'ai fait au début et les résultats vraiment n'étaient pas si positifs que ça. Mais avec la création de contenu, vraiment toutes ces personnes avec qui j'ai eu à échanger, donc qui vraiment j'ai eu une raison, vraiment un prétexte vraiment de les ajouter. Ces personnes-là, même si ce n'est pas arrivé à une mission, on a quand même gardé un bon contact et je trouve que c'est quelque chose d'important. Mais tu as raison, ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi faire en parallèle. Ça, c'est clair. Et du coup, tu vais rebondir. Tu disais que la création de contenu, elle te prend énormément de temps. Est-ce que tu as une stratégie? Comment tu mets en place ça? Est-ce que tu publies tout le temps aux mêmes heures? Est-ce que tu prépares tes textes en avance? Comment Jean-Bernard Simot il publie sur LinkedIn? Oui, j'ai différents types de posts que j'ai. Donc, des posts qui parlent de moi, des posts qui parlent de mon audience, de ses problèmes, des posts où je cherche juste à avoir de l'engagement sur LinkedIn et des posts vraiment pour apporter de la valeur. Donc, voilà les quatre types de posts que je fais. Et chaque semaine, j'essaie d'avoir par thématique, vraiment. Donc, chaque jour, à 9 heures, je balance mes posts, quoi. Ok, super. Donc, ouais, tu as quatre types de contenus et tu les crées d'avance ou tu les crées chaque semaine au fil de l'eau? Ouais, je l'ai créé chaque début de semaine. Mais j'ai déjà les thématiques, quoi. Donc, je me nourris aussi du contenu de LinkedIn. Et quand j'ai des idées, donc je les note. Et en fin de semaine, j'essaie de voir toutes les idées que j'ai. Donc, j'ai un petit carnet d'idées. Et j'essaie de voir toutes les idées que j'ai eu à rassembler et dans quelle mesure je peux écrire des publications à ces sujets. Ok, super. C'était très enrichissant. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais voulu que je te pose ou quelque chose que tu aimerais ajouter ou partager? S'il y a des personnes qui se demandent si le copywriting, est-ce que c'est fait pour moi? Donc, à ces personnes-là, moi, je voudrais dire que le copywriting, c'est ouvert, c'est pour tout le monde, quoi. Il n'y a pas de barrière vraiment en ce qui concerne le copywriting. Si tu peux rédiger une lettre, écrire un email à un ami, pour moi, tu peux devenir copywriter. Donc, il suffit à l'encontre de ce que la majorité des personnes pensent qu'il faut vraiment être un bon écrivain. Non, il faut être juste quelqu'un de curieux et quelqu'un d'empathique. Et avec ces qualités-là, et s'intéresser un minimum à la psychologie humaine. Et avec ça, il y a beaucoup de logiciels pour la correction de textes. Donc, même si au début, tu n'es pas très à l'aise avec l'écriture, ne t'en fais pas. Essaye juste de maîtriser les principes de la psychologie humaine, car à 80%, c'est ça le copywriting. Super. Il y a peut-être un livre que tu pourrais conseiller sur la psychologie ou sur ces biais comme ça cognitifs qui te permettent d'accéder à l'attention que tu pourrais conseiller? Oui, il y a deux livres que je conseillerais. Le premier, c'est Influence et manipulation de Robert Cialdini. Et le deuxième, c'est Comment se faire des amis de Dale Carnegie. J'ai lu le premier, mais pas le deuxième. Qu'est-ce qui t'a appris ce livre? Là, ce sont aussi des principes vraiment de base. Vraiment, comme le titre le dit, comment se faire des amis. Ce sont des principes que vraiment tu peux aussi appliquer à l'écrit. Par exemple, toujours être peut-être souriant et ne pas peut-être contredire quelqu'un directement de prime abord. Toujours d'abord accepter peut-être ce que la personne dit, même si on n'est pas d'accord. C'est un peu ça. Et quand tu regardes vraiment l'écriture persuasive, c'est la même chose, quoi. Donc, toujours d'abord, essayer d'attirer l'attention d'une personne. Et ça, tu ne le feras pas si tu te présentes déjà comme en fait, si déjà de prime abord, tu es contre la personne. Donc, c'est un peu ces principes-là. Et influence et manipulation, il y a quelque chose que tu as retenu dans ce livre qui, selon toi, t'a apporté quelque chose dans ton travail au quotidien?
Dans le livre Influence et manipulation, il y a beaucoup de principes intéressants que Robert Cialdini énonce, comme par exemple la cohérence. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de principes marketing et aussi pour le copywriting. Eh ben, écoute, merci beaucoup Jean-Bernard. Ça m'a fait super plaisir de t'inviter. C'est la deuxième fois que j'interviewe un copywriter, donc ça donne encore une nouvelle vision du copywriting. Donc, écoute, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie vraiment, Jean-Bernard. Comme je t'ai dit, pour moi, c'était une première. C'est la première fois vraiment que je fais une telle interview. Et c'était une belle expérience pour moi. Et je trouve vraiment que c'est quelque chose qu'il faudrait que je fasse vraiment un peu plus fréquemment. Merci vraiment de m'avoir donné cette chance-là. Allez, je te dis bye bye. OK, ciao. À la prochaine, ciao. À la prochaine, ciao. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode des interviews Gross. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un j'aime et ou un commentaire. De 1, ça va me faire vraiment plaisir. Et de 2, grâce aux algorithmes de YouTube, ça permettra à d'autres personnes comme toi d'écouter ce podcast. Sache que je réponds à tous les commentaires et à toutes les personnes qui me contactent. Je suis joignable sur LinkedIn, Facebook, Messenger, Instagram. Je réponds à tous les messages et toutes les demandes qui concernent le Gross. Pour être averti en avance des prochains podcasts et des prochaines vidéos, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à rejoindre mon groupe Facebook Chasseurs de Pro. Tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo. J'y balance plein d'informations et des techniques sur le Gross, le scrapping et l'acquisition de prospects en B2B. Sur ce, je te dis à bientôt pour un autre épisode des interviews Gross.